nous sommes dans une journée de formation, c'est-à-dire que le sujet, c'est vous, c'est chacun de nous, et c'est cet objet-là qu'on étudie et qu'on va essayer d'usiner tout au long de la journée. J'ai mobilisé des intervenants qui ont beaucoup de choses à dire. Il faut les utiliser à fond la caisse. Bon, et bien alors, la parole maintenant est à Michel Rédelet, que je remercie mille fois d'être ici. Donc, les compétences de la commune. Il n'y avait pas de commune avant 1789, mais il y avait déjà des biens communaux, vous savez, ceux qui échappaient au seigneur, l'Église, et donc sur lesquels on pouvait faire paître ces bêtes. Et le lavoir municipal qu'on voit souvent au cœur du village provençal, enfin bon, ces biens communaux, justement, échappaient déjà et étaient quelque chose en commun. Et finalement, les municipalités qui voient le jour en 1789, il y a un débat, et comme vous savez, les partisans des petites communes, certains disaient qu'il faut réserver une municipalité à 1000 ou quelques habitants, et les partisans des petites communes allaient l'emporter chaque fois qu'il y avait une paroisse, c'est-à-dire un lieu de vie, un hameau, un bourg, parfois les premières villes. Eh bien, il y aurait désormais une commune, et à l'époque 38 000 communes, aujourd'hui 36 600 et des poussières, ça varie à chaque fois qu'il y a un recensement. Enfin bon. Et on aboutit d'ailleurs à ce paradoxe en termes de démocratie locale, c'est que nous élisons, la prochaine fois en 2014, des conseillers municipaux qui élisent ensuite les maires et les adjoints, mais pour le moment, nous n'élisons pas ceux qui vont finalement prendre les grandes décisions d'aménagement et autres, et relatives à l'économie, c'est-à-dire les conseillers communautaires. Enfin, même s'il y a eu quelques lois de voter, à l'heure actuelle, il est encore possible d'être maire d'une petite commune, président d'une communauté d'agglomération, député, et pourquoi pas président de conseil général ou régional. Ça fait finalement 4 mandats, là où normalement il ne devrait plus y en avoir que 2. Venons à notre premier sujet, les compétences. Ça a été fixé en droit, les communes ont toujours exercé beaucoup de compétences sans qu'elles soient vraiment formalisées. Et il faut attendre la grande loi sur l'organisation communale, c'est au tout début de la Troisième République, la loi du 5 avril 1884, vous voyez, la fin du 19e, pour qu'on écrive dans un article célèbre que vous retrouvez aujourd'hui dans le Code général des collectivités territoriales, aujourd'hui c'est L 2121-29, peu importe, voilà, la formule qui date de la fin du 19e, le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Dieu merci, on échappera au conseiller territorial, parce que là, certains d'entre vous sont élus régionaux, c'était un tour de passe-passe extraordinaire, on en a peu parlé dans la presse, mais en fait, ça consistait à faire disparaître des élections à la proportionnelle, matinée pour l'essentiel à la proportionnelle, avec alternance hommes-femmes, comme vous savez, les élections régionales. Dans les conseils régionaux, aujourd'hui, il y a à peu près autant de femmes que d'hommes, merci. Eh bien, tout ça disparaissait au profit de super-cantonales, parce que finalement, le conseiller territorial, il était élu comme les conseillers généraux actuels. C'est-à-dire que les femmes allaient disparaître. Donc, vous voyez, le même élu conseiller territorial siégerait selon le cas au département, à la région, mais bon, ce seraient des hommes, une fois de plus, pour l'essentiel. Donc, au scrutin majoritaire, et donc, c'était à la fois faire disparaître les femmes et, au besoin, les petites composantes. Alors là, au niveau des services publics, il arrive qu'elle gère ses compétences. Regardez l'eau, par exemple, avec tous les scandales qu'il y a eu sur la distribution de l'eau. Eh bien, il fut une époque où c'était de bon ton de privatiser, si je puis dire, en tout cas de déléguer. Et on connaît les grands groupes que sont à l'origine la Lyonnaise et la Générale, aujourd'hui Vivendi et compagnie, enfin bon, qui ont fait des fortunes formidables sur le dos des collectivités et donc des administrés. Bien. Donc vous voyez, la même compétence obligatoire, distribuer l'eau potable, eh bien, selon le cas, c'est assuré par des entreprises sous contrat de concession ou par les services municipaux directement. Donc, résumons, en France aujourd'hui, vous avez la commune, vous avez la communauté, de niveau déjà, vous avez le département, qu'on n'a pas supprimé, et qui même a reçu tant de compétences, après 82, 83, vous avez la région, vous avez l'État, vous avez l'Europe. Vous imaginez, c'est ça le millefeuille. On ne sait plus qui fait quoi, qui décide de quoi, qui paie quoi. En gros, quand il y avait un grand équipement, il fallait que tous les niveaux participent, et on en est toujours là. Quelle serait la piste de solution alors? Moi, il y a longtemps que je préconise quelque chose de beaucoup plus clair.
une assemblée élue au scrutin majoritaire, quitte à revoir l'égalité des circonscriptions bien sûr, de façon à dégager une majorité, une alternance, clarifier les choses pour la durée d'une législature, entre guillemets, ne pas revenir à la... Mais un Sénat élu directement par les Français et à la proportionnelle sur une base régionale permettant d'avoir, comme ça vous aurez dans les deux chambres du Parlement français, une assemblée très représentative, élue par les Français, qui serait une super assemblée des conseils régionaux, quoi, enfin de la réalité locale. Et puis l'Assemblée, ça me paraît beaucoup plus clair et que le bricolage auquel il est question d'assister. Michel Redelet nous a présenté, et par écrit et oralement, les compétences des communes, et avec en particulier les compétences d'un maire. Et bien là, figurez-vous qu'on en a un en chair et en os, c'est Jacques Olivier, maire du Thor. Conseiller régional, et pour ceux qui le demandaient tout à l'heure, je suis toujours depuis 2004 président de la commission agriculture, forêt, mer, pêche et littoral. Bien, alors on m'a demandé, dans le cadre de cette formation, de parler de la journée et de la semaine d'un maire, c'est-à-dire plus particulièrement de la réalité de la tâche de l'action municipale. La mairie, c'est 102 agents, et le CCAS, c'est 50 agents. Dans le CCAS, j'ai le portage des repas, j'ai le service à domicile et j'ai une crèche. Nous, on a toujours notre CCAS, qui est un établissement public indépendant, mais dont le maire est d'office président. J'ai un EHPAD, c'est une maison de retraite. Le conseil municipal, vu notre taille, c'est 29 élus. Par tranche de population, vous avez un nombre de conseillers municipaux, le minimum étant 8 ou 9. 9, c'est toujours un chiffre impair. 9. Ça varie de 9 à 69 et plus pour Paris, Lyon, Marseille. Évidemment, au conseil municipal, il y a la parité. Il y a ce qu'on appelle l'ordre du tableau. C'est l'ordre dans lequel on a été élu en conseil municipal, donc le maire et les adjoints, notamment si la parité est obligatoire sur la liste, elle est aussi sur le conseil, sur les adjoints, mais pas dans le même ordre. C'est simple, moi derrière moi j'avais obligatoirement une femme, mais mon premier adjoint c'est un homme. Mais il y a 4 hommes et 4 femmes. Quand on est élu maire, ce qu'on comprend à l'instant, si on ne l'a pas compris avant, c'est le poids des responsabilités qui vous tombent dessus. On est maire 24 heures sur 24. Le premier acte que j'ai fait quand je suis arrivé au niveau budgétaire, le budget avait été voté avec de la télésurveillance, je l'ai enlevé. Et je l'ai remplacé par l'embauche d'un policier municipal. Quand on est maire, on est aussi président de plusieurs conseils d'administration ou comités syndicaux. Donc je siège au syndicat mixte du bassin des Sorgues, je siège au SCOT qui est en train de se terminer, je suis d'office président de l'école de musique, les conseils d'administration, l'EHPAD, je suis d'office président de l'EHPAD, du conseil d'administration de l'EHPAD, le CCAS, comme je disais tout à l'heure, alors là on est président du CCAS. Et puis pour terminer, il faut surtout, c'est ce que je dis tout le temps, avoir le moral et la santé. Allons-y, l'atelier 1, c'était celui qui se tenait ici même, qui est le rapporteur. Venez ici les 4 rapporteurs. Alors bon, on a commencé à partir quand même de comment faire pour être dans une majorité. Avant, donc qu'est-ce qu'on fait avant? Et là, la première chose, c'est donc de dire, les municipales, ça se prépare avant. Donc bien avant, dès maintenant. Et ça se prépare de quelle manière? Alors ça, c'est le recueil de ce qu'on a dit. C'est déjà participer au conseil municipal existant, voir ce qui s'y passe, être repéré. Alors ça passe par être dans des associations existantes, faire du travail de terrain. Ça passe aussi, alors un peu plus, et on est plus au-dessus, c'est la création d'une association, d'un groupe ou d'un réseau qui va être un réseau, alors quelle que soit la stratégie adoptée, qui est un réseau autour des idées écologiques et citoyennes, qui va pouvoir peser dans la campagne et dans l'élection elle-même. Et puis ça va aussi après sur, si on est dans la liste d'union ou autre, tout négocier avant, c'est-à-dire au programme, c'est-à-dire aux chartes, c'est-à-dire aux responsabilités.
Et ça va jusqu'au contenu de sa délégation, c'est-à-dire qu'on a des délégations, c'est pas simplement un nom quelque part, c'est quel est le contenu de la délégation, de l'intitulé, parce que c'est là que ça se joue aussi. Donc, Très bien, on passe à l'atelier 2. L'idéal, c'est de pouvoir s'appuyer sur un réseau de connaissances ou éventuellement associatif, de façon à pouvoir créer des collectifs, lancer des pétitions, éventuellement avoir recours à la justice. On a le droit à une petite parole dans le bulletin municipal s'il existe. Alors attention, des fois la quantité de parole est tronquée. Un truc qui a été soulevé, si possible, filmer les séances du conseil municipal ou les gens faire un enregistrement sonore et encore mieux les diffuser sur un site internet. L'autre moyen de prise de parole, c'est la presse locale, mais il faut faire attention, hein, les comptes rendus ne sont pas toujours de façon intégrale, les paroles sont souvent tronquées. On arrive à des choses plus difficiles, les recours. Alors le premier recours que l'on a pour avoir un moyen d'action, c'est le recours au préfet. Sinon, on peut passer aussi au tribunal administratif. Pareil, on peut le faire sans avocat aussi. En conclusion, il faudra toujours avoir une attitude zen, il faut rester zen, et avoir le sens de la répartie. Donc, troisième rapporteur, en l'occurrence une rapporteuse, vous voyez bien qu'à Europe Écologie Les Verts, on assume la parité. Au départ, on a un petit peu discuté de l'objectif d'événements, de forums, de réunions publiques organisées par Europe Écologie Les Verts. Ensuite, on a parlé de choses très concrètes avec Christine Juste, qui est donc la personne qui a participé intensément à la préparation du premier forum sur la transition énergétique. auquel on a pensé. Ok, merci beaucoup. Donc, quatrième et dernier rapport. Cet atelier portait donc sur l'entraînement à l'expression orale et corporelle face à un groupe. Bon, alors l'atelier a consisté en un exercice pratique animé par Guy, et chacun a dû faire une présentation de 2 minutes avec un sujet qu'il a choisi, et en essayant de contrôler le temps, et les autres participants ont dû faire une critique positive, négative de chaque prestation. Je commence par le point numéro 1, qui consiste d'abord à bien réfléchir sur le fond du discours, c'est-à-dire bien définir l'objectif. Donc point numéro 2, sur la forme, éviter les hésitations, les les bafouillages. Point numéro 3, la voix, donc je suis concernée puisque je n'ai pas une voix qui porte énormément, donc être attentif à la prononciation, à l'articulation et au volume, à la puissance sonore. Point numéro 4, le visage. Donc le visage doit être expressif puisqu'il est le lieu des mimiques et ça rend le discours plus vivant. Voilà. Point numéro 5, heureusement qu'il n'y a pas plus de 10 parce qu'on a plus de doigts. Alors le regard qui doit être circulaire, c'est-à-dire procéder comme un phare. Il s'agit de regarder chaque spectateur dans les yeux et éviter de se concentrer sur une seule personne. Point numéro 6, la gestuelle, donc éviter les bras ballants ou rester immobile. Si possible, faire des gestes asymétriques et pas parler avec des gestes symétriques. Des gestes humbles qui dépassent les épaules et variés. Point numéro 7, donc c'est celui-là que j'ai ajouté, c'est la respiration et qui a un impact sur l'émotion. Le bilan, toujours parce que nous sommes en formation, d'accord, nous le ferons sous une forme qui n'est pas forcément connue de chacun de vous, qui est une forme de travail en groupe rapide et efficace, et qui s'appelle le Philippe 6-6. Donc on essaiera de vivre, de mener un Philippe 6-6 de manière très orthodoxe, pour qu'à la fois nous ayons un bon bilan évaluation de cette journée, pour nous-mêmes, mais qu'en même temps, sur la forme, ça puisse vous apprendre un mode de travail rapide en groupe.